Ultimate Byte. Bonjour à tous, suite à une demande, je me rends compte que je n'ai pas encore créé de tutoriel pour créer des machines virtuelles. Donc aujourd'hui c'est un tutoriel depuis Windows, mais en réalité les principes s'appliquent depuis n'importe quel OS. Je rappelle quand même à quoi sert une machine virtuelle. Ça vous sert à faire tourner dans votre ordinateur un sous-système, c'est-à-dire dans votre Windows, vous allez pouvoir faire tourner un autre Windows ou bien un Linux, et en l'occurrence aujourd'hui, ce sera un Debian. Je vous rappelle que si votre but est simplement d'avoir un terminal et de commencer à expérimenter avec Linux, vous pourriez tout à fait utiliser le WSL, Windows Subshell Linux, qui est disponible à partir de Windows 10 et un petit peu amélioré dans Windows 11, qui vous permet d'avoir littéralement un vrai Linux qui s'ouvre quasi instantanément. Vous avez vu, c'est cette fenêtre que je viens d'ouvrir à l'instant, et vous avez directement un Linux. Le prérequis pour faire de la virtualisation, c'est d'activer la virtualisation au niveau du BIOS de votre carte mère. Pour vérifier très simplement si la virtualisation est activée, vous pouvez faire CTRL MAJ échappe pour afficher le gestionnaire de tâches, et vous avez une catégorie virtualisation, donc vérifiez que c'est bien activé. Si ce n'est pas activé, il faut vous rendre dans votre BIOS. Pour ce faire, vous avez démarré votre PC, vous appuyez en général sur Sup ou F2 au tout démarrage, puis vous allez trouver la fonction VTD. Parfois elle peut s'appeler un petit peu différemment en fonction de votre carte mère ou de votre processeur. Est-ce que vous avez un processeur Intel ou AMD? Voilà, en tout cas, il faut que la virtualisation soit activée, sinon le logiciel va chouiner dès le lancement de votre machine virtuelle. Le logiciel, donc aujourd'hui on utilise VirtualBox, qui a l'avantage d'être libre et gratuit. Donc on télécharge tout simplement le logiciel, et ça tombe bien puisque je l'avais plus d'installer sur ce système. Donc on va chercher pour Windows Host, et on ouvre. Bon, l'installation est très simple, hein, il suffit de faire suivant en boucle, et donc là on peut start le logiciel, que voici. Deuxième étape, on va se télécharger la distribution de notre choix. Donc évidemment, si vous me connaissez un peu, vous savez que je choisis automatiquement Debian. Donc on va sur Download. Le site est pas le plus agréable du monde, donc là on est sur debian.org évidemment. On a une nette installation qui peut tout à fait convenir pour nous. Voilà. Et on va aller déplacer ce fichier à un endroit où on peut facilement le stocker ou le retrouver. Voilà, en l'occurrence, moi je le place dans ce dossier-là, ça me permet d'avoir une version plus à jour. On va supprimer l'ancienne. Ensuite, on a besoin uniquement de VirtualBox. Et donc, on va cliquer sur New. On va aller lui dire où est-ce qu'on veut stocker notre machine virtuelle. Donc idéalement, vous allez choisir un endroit où vous avez de l'espace. Donc on choisit un SSD de préférence pour la vitesse, et puis on lui donne un nom, et puis on vient chercher notre ISO. Alors il n'a pas l'air d'aimer mes disques durs réseau, c'est super, on va essayer autrement. Voilà, bon, j'ai réussi en tapant l'IP. Pour vous, ça devrait être plus simple si vous n'utilisez pas de NAS. Alors là, je remarque qu'il y a une nouvelle fonction qui permet d'installer Debian automatiquement sans nous demander quoi que ce soit. Je n'ai jamais testé cette fonction, je vais le faire à l'ancienne, donc je coche la case pour que ça nous demande une installation manuelle. Libre à vous d'essayer. Pour ma part, on va rester sur la méthode classique. Donc ici, on va nous demander combien de processeurs on veut attribuer à la machine et combien de RAM on veut attribuer à la machine. Si vous avez un doute, eh bien, ouvrez votre gestionnaire de tâches, regardez combien de RAM vous avez de libre. Il faudra faire une petite conversion entre gigaoctets et mégaoctets. Concrètement, vous divisez par 1000 à peu près. Donc 1000 mégaoctets égale 1 gigaoctet. Bon, ici, on va mettre 8 gigaoctets. Et puis je lui attribue beaucoup de cœur parce que c'est bien. L'installation EFI, je vous déconseille de l'installer, ça vous causera simplement des problèmes dans ZVM, c'est totalement inutile. Ensuite, on vous demande de créer un disque dur virtuel, donc c'est simplement un fichier qui contiendra les données de votre machine virtuelle. Donc on va lui allouer une certaine taille, disons 50 Go. Ils ont vraiment simplifié l'installation depuis la dernière fois que je l'ai fait.
Donc maintenant que c'est fait, donc on a bien choisi notre ISO, etc. Donc si on fait Start, normalement ça devrait démarrer sur le disque que l'on a installé. Ok, donc là on nous avertit que la souris va être bloquée à l'intérieur et que pour sortir il faut appuyer sur la touche CTRL qui se situe à droite du clavier, non pas à gauche. Donc là on va utiliser pour l'instant surtout les flèches directionnelles du clavier et on va faire une graphical install, ce qui est le plus simple. Donc on nous demande notre langue, donc on va choisir l'anglais évidemment. Notre région, donc on va choisir notre pays. Si vous êtes en France, vous mettez France. Les locals, donc encore une fois, bon, la question de préférence, mais moi je vous conseille de mettre tout en anglais. EN, US, UTF-8, c'est vraiment le classique, vous êtes sûr que vous évitez un nombre de bugs assez important juste par le fait que vous utilisez ça. Le mapping clavier. French. Alors, est-ce qu'on a bien du réseau? Eh bien, ma foi, on dirait que oui. Donc là, vous allez choisir un hostname, donc un nom pour votre machine. Comme c'est dans votre domicile, vous pouvez l'appeler en point local. Si c'est un vrai serveur qui existe, bien, vous pouvez utiliser un nom de domaine ou un sous-domaine que vous ferez pointer vers l'IP public de votre serveur. Bon, là, on est à domicile, donc peu importe. Vous allez choisir un mot de passe route. Je mets un mot de passe pas du tout secure pour le tuto. Attention, gros mot de passe. Ça fait prout. Bref, on continue. Donc là, ici, vous allez choisir votre nom. Vous avez le choix de mettre quelque chose avec des espaces, des minuscules, majuscules. Je vous conseille en fait de mettre un nom très simple, votre diminutif ou votre prénom en minuscules ou vos initiales. Par exemple, voici les miennes. Et ensuite, vous arrivez sur le nom d'utilisateur qui est vraiment votre login et d'utilisateur auquel les fichiers appartiendront au niveau du système ensuite. C'est vraiment votre utilisateur système. Pour ça, pas de majuscules. D'ailleurs, je me demande si c'est accepté. Je crois que oui, mais évitez les majuscules parce que vous allez juste vraiment rager contre vous-même d'avoir mis des majuscules. Un mot de passe très secure à nouveau. Mettez un mot de passe vraiment secure si vous comptez faire des choses sérieuses avec votre machine, évidemment. Et là, on commence à arriver à un endroit intéressant, et l'endroit qui fait le plus peur aux gens, le partitionnement du disque. En réalité, vous n'êtes pas obligé de faire très compliqué, donc bon, pour aujourd'hui, on va pas faire des partitions encryptées. En réalité, c'est simple, il suffit de suivre presque le tuto. Donc là, vous allez simplement faire une partition guidée pour utiliser le disque entier, donc Guided Use Entire Disk. Ensuite, vous devriez voir votre disque virtuel s'afficher ici, et donc on valide. Ensuite, on va vous demander si vous souhaitez faire plusieurs partitions, par exemple séparer le dossier /home, qui est le dossier des utilisateurs, dans une partition séparée, c'est-à-dire vraiment une partie du disque d'une taille définie, réservée à cet usage. En réalité, c'est rarement utile, donc moi je vous conseille de sélectionner la première option, ce qui vous permettra d'avoir tout l'espace utilisé pour ce dont vous aurez le plus besoin, sans que vous puissiez forcément le prévoir avant. Donc là, on va avoir le listing des partitions qui ont été générées automatiquement. Donc on a le /, ça veut dire la racine du disque, qui est une partition de type ext4, qui est un système de fichiers de 52,7 Go et nous a créé une partition de swap de 1 Go. La navigation dans ces menus-là est un peu fastidieuse les premières fois, mais en réalité, il y a une logique. Je vais juste vous montrer ce qui se passe si on supprime et qu'on recrée la partition swap pour que vous voyez la logique du menu si jamais vous souhaitez apporter des modifications. Il faudrait peut-être que je précise, je navigue avec les flèches et je fais entrer pour entrer dans ce qui est sélectionné en surbrillance, donc là la partition swap. Et on va la supprimer. Et donc là en fait si vous avez de l'espace libre, si on supprimait la partition principale, on verrait 53,7 Go d'espace libre. Allez, vous savez quoi, on va le faire, juste pour montrer. On supprime aussi. Donc on vient sélectionner ici. Create a new partition. On va lui mettre 53, on va lui mettre 50 Go même.
Alors, le pavé numérique évidemment n'est pas activé, donc il faut réactiver le pavé numérique si vous avez besoin d'entrer des valeurs. C'est une partition primaire, on la veut au début du disque. Alors par défaut ça nous a sélectionné x4, journaling file system, moonpoint, le slash, donc la racine. Et pour le reste c'était pas au sujet d'aujourd'hui. On termine, et puis là on a 4 Go d'espace presque. Et donc on va faire une nouvelle partition, logique cette fois-ci, mais qu'on va utiliser en tant que swap. Donc là on a beaucoup moins d'options en mode swap, et on termine. Voilà. Une fois qu'on a terminé, que tout est bien comme on a décidé, finish partitioning and write changes to disk. Entrée. Alors attention, là il vous dit ces partitions vont être écrites, si vous avez des données ça effacera tout, est-ce que vous êtes sûr? On est sûr. Et là le système s'installe, donc il faut patienter un petit peu. Donc la particularité de l'ISO qu'on a pris, c'est que c'est une net install, donc il nécessite d'avoir internet pour qu'on puisse l'installer. Et disons qu'on peut installer le système de base sans internet. Par contre, pour tous les paquets optionnels, il vous faudra internet. Et ça téléchargera dynamiquement les paquets qu'on a choisis. Donc ça, c'est dans l'étape juste après. Vous allez voir. Donc là, l'installeur est un peu casse-pied avec cette question. Il vous demande si vous avez un autre média d'installation à insérer pour des paquets supplémentaires. Donc nous, on fait une net install, on les installe depuis internet. Donc on n'a pas besoin de scanner un autre média. On fait entrer. Ensuite, il vous demande de configurer le gestionnaire de paquets. Donc le gestionnaire de paquets sous Linux, c'est ce qui permet de télécharger tous les programmes, notamment du système, mais aussi d'autres programmes facultatifs. Tout passe par le Package Manager. Donc ici, on choisit la France. On prend le serveur par défaut, il est très bien. On nous demande si on a besoin d'un proxy pour se connecter. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il n'y en a pas. Et ensuite, il va nous prendre toutes les mises à jour et les paquets facultatifs. Alors ici, on nous demande si on veut participer au Popularity Contest. C'est simplement des statistiques d'installation de paquets anonymes envoyés à Debian. En général, je mets oui, parce que j'ai envie d'aider le projet Debian à prioriser les paquets qui comptent le plus pour moi. Ensuite, on vous demande si vous souhaitez installer différents paquets. Donc là, ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez à faire avec votre serveur virtuel. Si vous voulez un bureau avec l'interface Linux, vous allez devoir choisir un environnement. Donc là, c'est pas très instinctif, mais donc vous avez l'environnement Debian par défaut et vous pouvez choisir d'autres interfaces. GNOME est la plus connue. Personnellement, je n'aime pas vraiment GNOME. Je vous conseille d'essayer Cinnamon ou KDE Plasma. Si vous cherchez quelque chose de très simple et très efficace, choisissez Cinnamon. Ça ressemblera un petit peu à Windows. Vous avez quand même pas mal de personnalisation et c'est très stable. Si vous cherchez quelque chose avec encore plus de personnalisation pour vous amuser un petit peu, pourquoi pas, après tout, c'est une machine virtuelle, donc c'est l'occasion. À ce moment-là, je vous conseille KDE Plasma. Ultra personnalisable, un peu moins stable, quelques petits bugs à l'utilisation quotidienne sur une certaine durée, notamment avec les widgets, des choses comme ça. Ici, donc on va dire qu'on va mettre un Cinnamon. Vous pouvez directement installer un serveur web et un client SSH si vous avez besoin de contrôler le serveur via un terminal. Ici, on va mettre le serveur SSH. Et puis les Standard Systems Utilities, je vous conseille de les laisser cocher, puisque c'est vraiment plein de paquets système essentiels qui pèsent pas forcément très très lourd, mais qui vont vous apporter plein de commandes usuelles, et ça vous évitera, lorsque vous allez utiliser certaines commandes dans le terminal, de ne pas avoir les prérequis installés, et donc ça vous évitera de devoir chercher quels sont les paquets installés pour avoir telle ou telle commande. Vous allez gagner beaucoup de temps. Cela dit, malgré les Standard System Utilities, il se peut qu'il y ait des paquets qui vous manquent, donc vous aurez quand même le loisir de faire quelques recherches, rassurez-vous. Si vous voulez vous mettre un peu plus de challenge et vraiment comprendre comment marchent tous les paquets, vous pouvez cocher cette case. Mais je vous assure que les premières fois, si vous êtes peu expérimenté, vous allez perdre
des heures. Voilà. Pour ma part, même en étant expérimenté, je préfère cocher cette case puisque tout simplement ça fait gagner du temps. Au prix de quelques mégaoctets et quelques centaines au pire de mégaoctets d'espace disque. Donc on peut les mettre, on est en 2022. Voilà, on voit qu'il y a un bon paquet de paquets qui s'installent. Donc c'est le moment de se prendre un café si on aime le café, ou de boire un verre d'eau, ou d'aller tout simplement prendre l'air. Alors une des occupations que vous pouvez avoir pendant l'installation, c'est de regarder ce qui se fait là, puisqu'en réalité, à force de voir les noms des paquets, vous allez finir par comprendre à quoi ils servent. Par exemple, configurer une ManDB, c'est tous les manuels de tous les programmes qui sont consultables via la commande man. Par exemple, si on fait un man curl, on aura le manuel de la commande curl. Sans pouvoir en être sûr, je pense qu'à cette étape-là, les manuels sont simplement extraits des paquets pour rentrer dans la base de données de man, d'où le message configuring mandb. Encore une fois, ça coule de source, mais seulement une fois qu'on y a vraiment réfléchi. En l'occurrence, l'étape est un petit peu longue puisqu'on a plus de 1500 paquets à extraire. Alors pour info, en bas, vous allez pouvoir voir l'activité de la VM. Si on a les accès disques, les accès au lecteur CD, le pilote audio, il me semble, accès réseau, ici ça va être les ports USB, et enfin ça passe à la suite. Donc là on est à la configuration des paquets, puisque chaque paquet système vient avec une configuration. C'est soit c'est un script en fait qui s'exécute, qui va par exemple ajouter les fichiers de configuration du programme, les templates, les services au système. Bref, il y a tout un set de règles que chaque programme va appliquer au système. Ok, l'installation est terminée. Donc là, on nous demande d'installer le Grub Bootloader. Donc évidemment, la première fois, on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Grub, c'est un petit logiciel qui permet de ajouter au disque système les règles de démarrage du système. Donc ça peut être gênant de l'installer quand vous avez plusieurs systèmes installés sur le même disque dur par exemple, ou quand vous voulez gérer ça à la main pour X ou Y raison, donc il vous demande avant de le faire si vous souhaitez l'installer. En l'occurrence c'est une machine virtuelle, il y a un seul système installé sur le disque virtuel qu'on a créé, donc on crée bien le Grub Bootloader, sinon votre système ne démarrera tout simplement pas. Donc ça serait dommage de se tromper ici, on choisit bien oui, on installe le Grub Bootloader. Et ici, il va venir nous demander de sélectionner le disque sur lequel on va installer Grub. Par chance, il n'y en a qu'un, donc on vient le choisir et on fait entrer. Alors un détail, ça varie pas mal d'une version à l'autre de VirtualBox, mais là je trouve un peu que ma machine est un peu lente par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Si jamais vous avez l'impression que c'est lent, vous pouvez expérimenter. Bon, l'installation est finie. Vous pouvez expérimenter avec les réglages système. Donc pardon, pour y accéder, vous sélectionnez la VM, settings, paramètres, réglages. Dans système, puis processeur, vous avez éventuellement les extended features qui peuvent apporter des améliorations, et dans accélération, vous avez différents types de virtualisation également qui existent. Le mieux, si vous avez le temps, c'est de faire un test de performance avec les différents réglages et de choisir le meilleur réglage. Peut-être que ça pourrait faire l'office d'un tutoriel dédié, peut-être que si j'ai le courage, je vais l'ajouter dans celui-ci, on va voir. Donc là, il nous explique que l'installation est finie, qu'il faut retirer le périphérique d'installation pour s'assurer qu'on ne va pas redémarrer dessus. C'est ce qui risque de se produire, on va voir, on va faire continuer. La machine se redémarre et on a directement l'écran d'accueil Debian, donc c'est parfait. Alors ce panneau là c'est nouveau, c'est assez casse-pied en réalité, ça sert à rien, voilà. Et donc on est sur l'écran de login, donc là on pourrait très bien se loguer en route, mais bon typiquement on se log plutôt en tant que notre user. Je crois me rappeler que c'était MDP test. Non, ok.
MDP tuto. Voilà. Donc là, je trouve la machine extrêmement lente. C'est pas normal que j'ai autant de processeurs utilisés, si peu de SSD utilisés, et que ce soit aussi lent à afficher quoi que ce soit. Donc là, il y a vraiment un problème sur la machine. Là, il nous avertit que on n'a pas de driver graphique, et donc ça accélère sur le CPU, donc on risque d'avoir des lenteurs d'affichage, notamment lorsqu'on bouge des fenêtres, etc. C'est assez normal dans une machine virtuelle. Il y a parfois des moyens pour y pallier. Là, c'est vrai qu'il y a vraiment des lenteurs. Si je bouge la fenêtre, c'est dramatique. On va essayer de regarder ça. Alors, bon, malheureusement, je rencontre un souci de lenteur sur ma VM, donc il n'y a pas de solution évidente parmi les solutions habituelles. Donc dans ce cas-là, le seul moyen, c'est d'attendre une mise à jour de VirtualBox et ou d'aller sur les forums de la communauté pour essayer de trouver des informations. Donc précisez bien si jamais vous avez un souci, quelle est votre version de Windows, quel est votre hardware, sur quoi vous avez installé la VM, avec quels paramètres, quelle est la distribution, bref, donnez des détails pour que des personnes de la communauté puissent vous aider, ou en tout cas au moins pour remonter un moyen de reproduire le bug aux équipes pour qu'ils puissent le corriger. En tout cas, là, vous avez dès à présent une machine virtuelle fonctionnelle, lente, mais fonctionnelle. On peut redimensionner la fenêtre, ça marche par défaut, c'est quand même pratique. Ça rame comme pas possible, j'ai l'impression d'avoir un ordi sur Windows 95. Bien avant cette prouesse de VirtualBox, je crois que ce tuto va être terminé. Je donne quand même un dernier bonus. NeoFetch. Voilà, ça vous permet de faire cette beauté. Si vous voulez voir d'autres tutos de ce genre, pensez à mettre des likes pour me faire savoir que ça vous a plu. Pensez à vous abonner également pour ne pas louper la suite. Puis n'hésitez pas à partager votre expérience, dites-moi si vous aussi vous avez rencontré des lenteurs avec VirtualBox ou si au contraire tout va bien. J'espère pour vous que tout va bien. Et puis à la rigueur, si vous avez des soucis avec VirtualBox, pensez à utiliser WSL, Windows Subshell Linux, qui est une solution très puissante, que je vous recommande vivement, qui méritera également de faire un autre tuto, je sais pas encore quand, mais il faudra que je le fasse. En tout cas, bonne continuation avec Linux. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, salut!